Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui dans LPCM d'accueillir Elliot Fournier, le fils de Jean-François Fournier, qui est un jeune maturiste qui viendrait obtenir sa maturité au collège de la Planta et à qui je pose la première question, les 3 livres qu'il privilégie et qu'il offre en quelque sorte à l'index. Alors ouais, moi dans ce que je citerai en premier, il y a donc la trilogie Millennium de Stieg Larsson, qui est un peu, c'est une série de livres de cœur pour moi en tout cas, parce que c'est quelque chose que j'ai lu assez tôt. Ça fait longtemps que je lis, mais c'est aussi... Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre qui est un des meilleurs polars que l'on puisse lire? Je trouve le développement des personnages est assez fascinant. On a notamment Lisbeth Salander, du coup, qui est une jeune fille spécialisée un peu dans l'informatique, le renseignement, un peu voilà, un personnage comme ça assez particulier, un peu en marge de la société, et dans le traitement qui en est fait, je trouve c'est un des rares livres que j'ai lu où aucun des personnages n'est vraiment en fait un cliché de ce qu'on pourrait tenter de représenter avec, mais où ils sont vraiment très, très humains, où on ressent les sentiments, les émotions, les situations où ils se trouvent. Et c'est un livre qui m'avait pas mal touché à l'époque. Est-ce que le fait que la presse, le monde de la presse, il soit marqué aussi, ça t'a plu? Alors, au moment où je l'ai lu, j'avais pas d'affinité personnelle particulière avec ce milieu, en tout cas, mais disons, ça m'a intéressé parce que c'est aussi un angle qu'on voit peut-être pas si souvent, parce que souvent les protagonistes de polar, y compris nordiques, voire d'autant plus, sont plutôt dans la police, voilà. Et c'était aussi un angle différent par quelqu'un qui va chercher l'information pour la communiquer aussi, qui est un objectif un peu différent de ce qu'on va voir dans la plupart des polars, je trouve. Et puis le deuxième livre? Pour le deuxième, je dirais Les Furtifs d'Alain Damasio, parce que c'est... science-fiction. Ouais, de la science-fiction, de l'anticipation même. Ça représente un futur justement qui a mal tourné, mais aussi où, comme toujours, Damasio qui a une âme d'écologiste, qui a une âme qui est très proche qui va chercher ce que c'est la nature de l'être humain, ce que c'est notre liberté dans une société donnée, comment on s'émancipe. Les furtifs, ça parle aussi de ça, parce que d'où la créature éponyme dans ce monde qui sont les furtifs, qui sont des sortes d'êtres insaisissables que les protagonistes... Est-ce que tu as été marqué aussi par son écriture? Moi, ce qui m'a plu énormément aussi, c'est la qualité de l'écriture dans un livre comme ça de Damasio. Oui, c'est clair. Il s'attelle vraiment à nous faire vivre une situation, parfois presque à l'échelle 1-1 par les yeux du personnage, ou à nous décrire un monde entier à travers ses yeux, à travers ce qu'il voit quand il marche dans la rue, etc. Et la prose est très fluide. Avec des créations, des néologismes, aussi, des créations signifiants de mots assez étonnants. Autant dans les mots inventés que dans la forme du texte, parfois il fait beaucoup de jeux, même que ce soit dans la disposition sur la page, ou en utilisant des caractères spéciaux qui n'existent pas vraiment ailleurs. Et une précision de description dans les actions aussi qui est assez sidérante. Ouais, c'est ça, il est très... il est chirurgical dans sa description des événements, des choses. Donc nous recommandons tous les deux Les Furtifs de Alain Damasio. Et le troisième ouvrage alors? Et pour le troisième, pour sortir un peu de la stricte littérature de fiction, moi je dirais, je pense, Le Mythe de Sisyphe d'Albert Camus, parce que c'est un livre philosophiquement, moi, qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup... que je trouve fascinant en fait, pour quelqu'un qui a un intérêt pour la philosophie, pour le rapport à l'absurde, au tragique de la vie, et comment est-ce que on se trouve un objectif quand on n'en a pas, quand on considère pas en avoir de prédéfini. Et tu retiens quoi de ce livre extraordinaire, comme ça, en 10 secondes, de traits qui pourrait convaincre celui qui ne le connaît pas de le lire? Je trouve que, disons, c'est un livre, moi, qui m'a aussi montré une manière de voir les choses qui, comment dire, n'ayant pas moi-même de croyances, on va dire, religieuses ou autres, c'est quelque chose qui donne c'est une manière de fabriquer un sens à sa vie finalement. Parce que le mythe de Sisyphe de Camus, il prend cette allégorie donc, de Sisyphe dans la mythologie grecque,
qui est vraiment condamné à accomplir une tâche à la fois extrêmement difficile, donc rouler un rocher en haut d'une pente qui ne cesse de retomber et qui doit recommencer à rouler vers le haut, qui est extrêmement difficile et qui, à la longue, est absurde, c'est-à-dire elle n'a pas de sens. Et on pourrait être tenté à ce moment-là d'abandonner, comme dans beaucoup de situations de la vie réelle, en fait, c'est-à-dire de se dire de toute façon ça sert à rien, ça n'a pas de sens, donc j'arrête, je jette l'éponge. Et Camus montre aussi non seulement l'utilité métaphysique à ne pas s'arrêter, mais la beauté de l'acharnement face à cet objectif, et en quoi c'est quelque chose de profondément humain et de profondément beau de faire ça, en fait. Et je pense que de toute façon, enfin, pour être de gauche en 2023, il faut un certain rapport au tragique, à l'absurde, et que c'est aussi comme ça qu'on peut continuer et qu'on peut espérer que ça amène effectivement quelque part. Quand on est étudiant, on vient d'obtenir son diplôme final, on a la route un peu ouverte vers l'inconnu universitaire. Comment on choisit et quand on choisit sa voie dans le futur, et quel est le choix que tu as posé ou ta réflexion à ce sujet? Alors moi maintenant je sors du collège, donc du coup depuis juin dernier, et puis effectivement la question s'est posée depuis un moment maintenant de quelles études supérieures faire. Moi du coup je pense m'orienter vers les sciences politiques, qui sont quelque chose qui me passionne aussi et qui me semble très pertinent dans le monde d'aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé auparavant, etc. Est-ce que c'est venu tout de suite ou bien il y a eu une réflexion sur les 2-3 dernières années, ou c'était quelque chose qui était ancré même à l'entrée du collège? Alors moi, tout petit, je voulais être océanologue, donc étudier les animaux marins et la vie dans la mer. Puis le temps passant et voyant comment ça fonctionne, l'université, etc. Au début, je voulais plutôt partir dans les lettres, parce que justement, ça fait depuis très jeune que je lis, etc. J'ai un rapport à la fiction, etc. qui me passionne, et donc je pensais étudier ça. Et puis, au final, autant pour le milieu auquel ça correspond, qui est peut-être un petit peu pas toujours si attirant, on va dire, dans les lettres, et pour les métiers sur lesquels ça débouche, au final, j'ai plus un rapport personnel, c'est-à-dire dans mon appréciation d'œuvres, de livres, etc., que j'aime toujours beaucoup lire, mais je me vois peut-être moins en faire un métier, que ce soit de l'analyse ou de la maîtrise de tous ces codes-là. Est-ce que tu t'es posé la question en choisissant sciences politiques? D'abord, comment on choisit le lieu de ces études? Alors le lieu, de toute façon, il y a une partie pratique, évidente, qui est, actuellement j'habite en Valais, toute ma famille habite en Valais, donc où est-ce que ça va être? Après, en Suisse, c'est par branche, c'est-à-dire que certaines facultés sont soit réputées pour leurs professeurs, soit pour l'ambiance générale qu'il y a, soit pour un peu leur spécialisation. Par exemple, en sciences politiques, à Genève, c'est vraiment... c'est-à-dire c'est la fac un peu ouverte à l'international, parce qu'il y a les bâtiments de l'ONU, il y a toutes sortes d'institutions diplomatiques à Genève. Alors que Lausanne, c'est plus, on va dire, axé sciences sociales, c'est-à-dire sociologie, il y a une faculté commune d'ailleurs, sciences sociales et politiques. Et dans mon cas, ça a été aussi, sachant que ce sujet m'intéressait, de demander à des personnes que je connais qui y sont, qui y ont été, quel ressenti elles avaient par rapport à un ou l'autre endroit. Tu as été suivre des cours comme le font certains étudiants avant de faire le choix définitif, ou bien tu n'as pas eu l'occasion? Alors j'ai pu aller une fois pendant les portes ouvertes à Lausanne pour aller voir ce que ça donnait. Et puis ça m'avait l'air, ça m'a plutôt confirmé les impressions que j'avais. Puis est-ce que tu t'es posé la question, en prenant sciences politiques, c'est quelque chose qui vient de manière récurrente lorsqu'on parle de ces sujets, les voies professionnelles, les routes vers lesquelles un master, par exemple, en sciences politiques peut conduire? Alors oui, j'y ai réfléchi, c'est-à-dire que, évidemment, c'est peut-être pas la faculté qui prédestine, c'est-à-dire de manière la plus fixe à une occupation, parce que par exemple, quand on veut faire médecin ou avocat, justement, on sait dans quelle fac on va aller, a priori. Moi, qu'il y a, c'est que les sciences politiques, c'est quelque chose qui m'intéresse en général. Et puis, on est en Suisse, donc on a quand même pas mal
évidemment, il y a l'administration publique, il y a tout un tas de postes où c'est utile. Et puis, on a beaucoup de postes, on a beaucoup de fonctions du tertiaire qui sont dans l'associatif, donc pas mal d'ONG qui sont en Suisse. On a l'ONU, justement, qui emploie pas mal de personnes. Et aujourd'hui, en fait, dans pas mal d'entreprises qui existent, il y a un département, je ne sais pas, par exemple à Google, alors c'est pas forcément mon rêve personnel de travailler à Google, mais il y a un département affaires publiques et politiques. Donc en fait, finalement, c'est juste, il faut travailler à être assez bon et assez bien placé quand on en sort pour espérer trouver quelque chose d'intéressant là où on veut, mais c'est assez ouvert, donc justement, ça ferme peut-être pas trop de voies. Alors, ce qui m'a intéressé de te demander de venir à MPCM, c'est le fait que voilà, on a une personne très jeune qui décide, très jeune, de se lancer dans des choix politiques. Et non seulement d'adhérer à un parti, etc., mais d'être candidat aux prochaines élections fédérales. Alors, Vigous, de cette semaine, a lancé en quelque sorte la campagne des élections fédérales. Et je me suis dit que c'était quand même très intéressant de savoir finalement pourquoi le faire dans ce monde quand même sur lequel on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ce chemin-là, est-ce que cet objectif-là, comment il est reçu et pourquoi on y adhère en quelque sorte quand on sort d'une maturité et puis on se lance dans ce parcours qui est quand même très étrange. Moi, ça fait maintenant peut-être à peu près 4 ans environ que je suis vraiment plus intéressé par la politique, on va dire. Avant, c'était un peu diffus parce que j'étais plus jeune, etc. Peut-être que j'y étais pas prédestiné, on va dire, forcément. Tu as baigné quand même, je pense, dans ces discours à la maison aussi, etc., un peu quand même. Ça en parlait, mais justement, l'époque où j'y ai le plus été exposé, c'est l'époque où j'écoutais vraiment pas parce que ça m'intéressait très peu. Et en fait, finalement, maintenant, aujourd'hui, je vis avec ma mère, qui, elle, à l'époque, était engagée chez les Jeunesses socialistes, à l'époque où elle était à l'université, à l'époque où il y avait aussi Pierre-Yves Maillard, etc., qui était à Lausanne. C'était un peu un âge d'or de la gauche suisse, en tout cas. Âge d'or n'impliquant pas qu'il n'y en aura pas d'autres, on espère, mais enfin, c'est-à-dire, il y a eu tout ce contexte-là. Et puis moi aussi, c'est beaucoup par Internet, par les nouveaux moyens de communication qui m'ont un peu ouvert sur le monde, sur beaucoup de choses, et qui permettent d'être exposé à énormément d'idées sur lesquelles on a l'opportunité de voir ce qu'on en pense, de se positionner, d'écouter à chaque fois l'inverse ou non. Et alors le choix du parti, comment il s'est fait? Tu t'intéresses depuis 4 ans un peu plus à la chose publique, à travers le parcours de ta mère ou des intérêts personnels différents? Alors disons qu'elle n'a jamais cherché, c'est-à-dire elle m'a pas endoctriné, jamais reçu à la maison vraiment que ce soit des instructions ou un apprentissage théorique de gauche ou quoi que ce soit. Mais évidemment, elle a accueilli ça enfin, c'est pas un coming out, mais en voyant que je me développais politiquement, idéologiquement plutôt à gauche, là, on était plutôt contente du coup. Et puis ouais, ça a été un peu ça. Et dans la manière dont j'ai été familiarisé à ces idées, c'est ce qui m'a paru logique finalement quelque part. Parce que moi j'approche ça par... c'est-à-dire je suis venu par la théorie, puis ayant un début de... Quand on dit venu par la théorie, ça veut dire qu'il y a des livres qui t'ont conduit à ces choix, ou bien c'est les lectures de la presse? Alors, quelle presse, quel livre finalement, ma question? Pour moi, ça a beaucoup été justement par Internet, c'est-à-dire c'est beaucoup plus diffus. Je ne saurais pas forcément dire une œuvre ou un élément précis, mais donc ça a pu être des pages Internet, des articles de certains médias, sûrement à des moments ou d'autres, des personnes qui, soit via des vidéos, soit via des essais, soit via les réseaux sociaux, etc. Et tout ça construit... Enfin, tout ça met en contact avec toutes sortes d'idées, toutes sortes de concepts qui sont un peu étranges quand on arrive de l'extérieur là-dedans. Mais du coup, ayant fréquenté tout ça,
j'en suis ressorti avec l'envie de m'engager en politique et du coup j'ai regardé quelle était l'offre existante près de chez moi. Lorsque tu as parlé tout à l'heure des furtifs de Alain Damasio, tu as fait référence à une partie de son âme écologique en quelque sorte. Ouais. Alors, par exemple, pourquoi ne pas avoir été de préférence du côté des Verts plutôt que du côté du Parti Socialiste? Alors je dirais, alors déjà actuellement... Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui pour toi ce choix que tu valides par le fait que tu acceptes d'être sur la liste des Jeunesse Socialistes? En fait, je pense que les deux sont pertinents. Déjà, je précise, je pense que les Verts sont un parti qui fait aussi des très bonnes choses à gauche, etc. Mais étant arrivé justement par cette approche un peu théorique de système, etc., ce qui m'intéresse aussi beaucoup, notamment chez les JS, c'est qu'il y a tout un travail d'ensemble et de fond sur, comment dire, c'est-à-dire que les grands partis, y compris le PS, que je soutiens absolument et pour lesquels les voix des listes JS soutiennent également d'ailleurs, mais est plus occupé parce qu'il est un parti d'importance nationale, de premier plan, par toutes sortes de sujets qui relèvent de l'actualité, qui l'occupent, qui doit réagir, parce que s'il n'était pas là, ce serait beaucoup plus facile, notamment pour d'autres partis comme l'UDC, de passer beaucoup de leurs initiatives, etc. Donc il y a tout un travail de terrain. Et la JS peut se permettre, du fait d'être plus un parti de jeunes aussi, qui arrivent, qui sont nés dans cette époque où l'écologie est très importante, où les inégalités sont très importantes, etc., peut se permettre de travailler toute une réflexion théorique sur qu'est-ce que c'est notre société, pourquoi les choses sont comme ça, qu'est-ce qui est bien dans notre modèle actuel, parce qu'on est en Suisse, on est dans un modèle assez particulier, qu'est-ce qu'il faudrait changer de manière parfois assez profonde dans cette société-là. Par exemple, actuellement, on a une initiative, un projet d'initiative à la JS, l'initiative pour l'avenir, qui vise à mettre un impôt sur les successions pour financer les projets écologiques à l'échelle de la Suisse, qui sont toutes sortes de choses qui sont peut-être un peu plus dans une vision de système, une vision d'ensemble que j'ai pas forcément autant retrouvé ailleurs en cherchant dans ce que j'ai vu. Et puis c'est aussi maintenant dans la vie quotidienne du parti, je vois il y a beaucoup d'intérêt à porter sur les papiers de position qui sont des analyses sourcées avec une réflexion sur l'histoire suisse. Là on a un papier de position qui devrait bientôt sortir sur l'UDC justement, sur les origines historiques de l'UDC, sur le rapport de l'UDC à la démocratie qui est parfois assez ambigu, et sur toutes sortes de sujets où c'est le plus grand parti de jeunes qui peut s'intéresser à ce genre de sujet et qui est, que moi c'est ce que je trouve passionnant. Alors, aussi. Pour être concret, c'est quoi que tu aimerais privilégier, toi personnellement, pas dans un cadre partisan, etc. Si les aléas de la vie font qu'un jeune serait promu, disons, aux chambres fédérales, comme l'a été d'ailleurs par exemple Mathias Reynard, qui était dans les jeunesses socialistes et qui a été très rapidement au niveau national, ça serait quoi la ligne de conduite à privilégier aujourd'hui? Alors moi je trouve qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels mais celui que tu axerais, où tu dirais, tu t'impliquerais à fond. On sait que les députés et les parlementaires fédéraux ne peuvent pas s'occuper de tout, etc. Dans quel domaine tu te verrais actif et avec des idées de développement? Il y a deux aspects, c'est-à-dire que je pense que d'un côté, il y aurait le sujet le plus important, où il faudrait que j'y réfléchisse, mais forcément quelque chose pour réagir aux situations d'inégalité en Suisse aujourd'hui, autant vis-à-vis des migrants qui arrivent, qui sont traités parfois de manière pas forcément décente. Et donc ça, c'est le sujet peut-être le plus urgent. Après, moi, personnellement, le sujet où je pense que j'ai le plus à apporter, comparé peut-être à des camarades plus spécialisés sur d'autres choses, c'est, je pense, sur cette vision du numérique et des nouvelles technologies. Parce que là, je vois vraiment que par la manière dont je me suis politisé, par les sujets que j'ai creusés, j'ai toutes sortes d'idées, de propositions politiques qui sont peut-être moins répandues, et où je vois par la pratique que quand j'échange avec quelqu'un, quand je lui dis certaines de ces choses, ça je n'avais pas encore entendu, tu vois. Alors que sur des sujets alors un exemple fiscaux, etc. d'un numérique
ça serait quoi? Déjà, ce qu'on a, il faut savoir qu'en Suisse, on est un petit peu un îlot au milieu de l'Union européenne, où on est le pays avec le moins bon bilan en matière de protection des données, en matière de régulation des géants d'Internet, qui ont, depuis l'existence d'Internet, qui ont plusieurs longueurs d'avance à chaque fois sur les États, qui ont beaucoup de mal à se mettre à la page sur qu'est-ce que signifie telle ou telle chose, qu'est-ce que c'est les cookies sur un site, etc. Et qui parfois échouent à voir les implications de certaines de ces choses, parce qu'on a vu par exemple le scandale Cambridge Analytica avec Facebook, qui revendait des données à portée politique, donc avec potentiellement des conséquences très graves, acquises via ces réseaux sociaux et qu'ils ont pu acquérir notamment par un manque de régulation, etc. Dans l'Union européenne, il y a le RGPD qui est ce règlement du coup sur les données que nous... si on regarde en Valais, on avait quelqu'un qui était quand même extraordinairement compétent dans ce champ-là, avec sa personnalité, etc. Mais chacun d'entre nous a une personnalité. En tout cas, au niveau des idées, de la technique et de la formation, il répondait à tous ces critères. Et finalement, le monde politique, au sens large, sans que je veuille responsabiliser les uns ou les autres, ils ont préféré avoir quelqu'un de moins intrusif, peut-être. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut adapter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, le RGPD et tout ça, il y a des lois qui existent, mais on a la tendance à penser, si on surfe dans ce champ-là, que finalement, le politique dominant dans le sens celui qui dirige, qui a le pouvoir et qui gouverne, il n'a pas cette volonté de transparence qui impliquerait une adhésion, disons, véritable à la loi sur la protection des données. Alors, comment tu te situes dans cette analyse? Je pense déjà par rapport à ça, il y a un truc qui est que sur la question des données, c'est difficile de faire quelque chose de réellement pertinent à l'échelle cantonale, en termes de législation en tout cas, parce qu'après il y a l'implémentation des services publics, la numérisation, etc. La loi fédérale, ça c'est évidemment une très bonne remarque, mais la loi fédérale, de par peut-être notre système confédéral, d'autonomie des cantons, etc., a quasiment exigé de chaque canton qu'il y ait un préposé cantonal. Oui, alors ça, c'est le principe de la confédération. Ça a été géré à l'échelle cantonale de manière plus ou moins différente. Après, dans le cas du Valais, je ne sais pas forcément, mais justement, je trouve que c'est difficile sans avoir une planification. Parce qu'en fait, on peut avoir une personne à l'échelle locale qui, par exemple, sait comment ça fonctionne, qui va être la personne qu'on appelle si on a un doute sur un outil mis en place par l'État du Valais, par exemple, etc. Mais cette personne ne va pas forcément être en mesure, par exemple, de placer des exigences qu'on va présenter aux plateformes en disant en Suisse, ça se passe comme ça. Comme ce qu'a fait la Commission européenne, qui déjà même là, à son échelle, est régulièrement en bras de fer avec tous ces acteurs pour toutes sortes de sujets, qui considèrent déjà que c'est quasiment le communisme par rapport aux législations américaines dont ils ont l'habitude, qu'on leur impose d'être compatibles avec tel format de fichier ou de chargeur de téléphone, qui sont des luttes un peu du quotidien, mais qui pour eux représentent des milliards. Donc ils investissent des ressources délirantes dans des procès contre les autorités européennes. Et donc au minimum, il faudrait quelque chose à l'échelle de la Suisse. Alors on a une loi de protection des données qui est relativement récente, mais qui fait... La nouvelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2023, c'est ça, ouais. Il y a quelques jours. Hein. C'est ça. Et c'est un projet qui est un bon début, mais qui est encore une fraction, qui est une partie de, par exemple, ce qu'est déjà le RGPD, qui lui-même commence, malgré ses mises à jour, à être dépassé sur certains aspects, parce que c'est une course. C'est une course à la législation, à qui va adapter son système. Pour prendre un exemple tout bête, par exemple sur la question des cookies, c'est-à-dire de ces fichiers qui viennent sur l'appareil de l'utilisateur, qui permettent par exemple de l'identifier d'une session à l'autre, de collecter des données, etc. On a demandé dans l'Union européenne que l'utilisateur puisse choisir quel cookie il veut. Du coup, maintenant, on a ces pop-up qui apparaissent sur tout plein de sites, de presse, etc. Voulez-vous accepter Et il y a énormément il y a des trésors d'inventivité qui sont mis en œuvre pour faire que la personne clique le plus vite possible sur ce truc pour que ça disparaisse, parce que ça emmerde tout le monde.
Et au final, dans certains cas, ça détériore plus l'expérience d'utilisation qu'autre chose. Voire même, parfois, on a le bouton accepter qui est dans une couleur flashy et l'autre il est caché en dessous. Donc finalement, on garantit un droit parce qu'il est écrit comme ça dans la loi, mais on s'arrange pour que tout le monde accepte quand même et finisse. On contraint le consentement par des moyens psychologiques, d'études de comportement d'utilisateurs sur un site. Et ça, c'est un exemple, mais ça vaut pour plein de choses où on exige à ces services de fournir des garanties et où ils les fournissent de manière tronquée, qui ne garantit pas réellement les droits des personnes. Et du coup, en Suisse, on est encore un peu dans « Ah, c'est vrai que le numérique, c'est important aujourd'hui, il faudrait qu'on commence à développer des infrastructures ». Sauf que ça, c'était il y a 15-20 ans dans la plupart des autres pays d'Europe, dans ceux qui sont à jour là-dessus en tout cas. Et il faudrait aller plus vite là-dessus. Et notamment, moi, dans une perspective de gauche, je vois aussi que globalement, depuis sa création, Internet, qui à la base est un truc inventé par des espèces d'anarchistes, des scientifiques un peu, voilà, qui ont rendu ça décentralisé, c'est-à-dire il n'y a personne qui a le bouton d'Internet chez lui pour allumer et éteindre. Tout le monde peut créer son petit bout d'Internet, son site, etc., sans être dépendant de ça. Et globalement, on voit qu'on est dans des systèmes et dans des orientations politiques qui ont plutôt eu tendance à prendre des décisions pour recentraliser Internet, avec des organismes comme l'ICANN, qui délivrent les noms de domaine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on tape dans le navigateur pour trouver un site, etc. Et tout ça est sujet à des autorisations qui permettent de remettre une mainmise sur ces réseaux, qui sont un moyen de liberté d'expression, de développement de la pensée absolument fascinant, mais dont je crains qu'ils soient de plus en plus réappropriés par des gens dont les intérêts sont vraisemblablement pas ceux de la majorité de la population. On voit ce qui s'est passé avec Twitter, qui est maintenant X, qui a été récupéré par Elon Musk, qui est vraiment un exemple fascinant de milliardaire un peu fou comme ça, de la technologie, qui pense réellement les choses à la fois pour son profit, mais il ne faut pas l'oublier aussi dans une perspective politique. Une des premières choses qu'il a fait en arrivant à la tête du réseau, c'est de débannir Donald Trump, c'est de modifier les algorithmes d'une façon qui aujourd'hui bénéficie beaucoup aux réactionnaires de tout poil aux États-Unis et ailleurs. Et on voit une sorte d'alliance objective se tisser entre ces gens-là, et il ne s'agirait pas de prendre du retard sur ces sujets, sur comment empêcher les pires usages d'être faits de ces technologies, que ce soit purement sur Internet ou dans la réalité. Par exemple, une des questions du questionnaire Smart Vote pour ces élections fédérales, c'est que pensez-vous de l'usage de la surveillance par intelligence artificielle de l'espace public? Moi, ça m'a fait un choc de voir ça. Je me suis dit, ah ouais, donc on en est là dans le débat public, en fait. C'est une question à laquelle on doit répondre en Suisse aujourd'hui. Est-ce qu'on veut des caméras sur l'avenue de la Gare qui enregistrent les modèles de visage? Donc, Smart Vote, peut-être tu expliques rapidement de quoi il s'agit. Donc, Smart Vote, qui est une plateforme accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde via un site, donc smartvote.ch, qui est géré par une entreprise privée suisse, qui fournit un questionnaire auquel on répond et qui fait des matchs entre nos réponses au questionnaire et les candidats de l'élection qui ont répondu aussi, en fonction de la correspondance sur tel sujet. Voulez-vous monter les impôts ici? En quelque sorte, on profile l'environnement politique qui serait le nôtre par rapport aux questions qui ont été posées aux gens de gauche, aux gens de droite, à tous les parlementaires fédéraux, etc. Et dans ton cas, ça a donné quoi comme résultat Alors, moi, quand je le fais, du coup, je tombe sur moi-même, vu que j'y ai répondu et que, disons, je suis un des résultats sur la plateforme, si des gens veulent l'essayer. Après, évidemment, ça permet d'avoir une idée, c'est-à-dire si vous répondez au questionnaire que vous avez tous les socialistes en haut, c'est que vous êtes globalement de gauche. Après, évidemment, c'est pas toujours parfait. Et on se positionne par rapport à des questions, par exemple, voulez-vous augmenter les investissements dans la sécurité? Est-ce que ça veut dire la police? Est-ce que ça veut dire lutter contre les violences sexuelles, sexistes, etc. C'est-à-dire, une même question peut être interprétée de différentes manières et pas avoir le même sens. Donc ça aussi, c'est limite, évidemment.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans les résultats, dans les candidats qu'on nous propose, leurs réponses détaillées sur chaque sujet avant de voter pour eux, et s'ils ont fourni des commentaires. Par exemple, moi j'ai essayé de commenter chacune des réponses que j'ai faites avec au moins 2-3 phrases de pourquoi, comment, et parce que ça nous donne vraiment une vue plus profonde sur leur position. En tout cas, on peut recommander ça à tous nos auditeurs, parce que c'est une expérience qui est déjà personnelle, qui est pas mal, et ça donne une idée en quelque sorte dans quelle direction on tend. On le sait par avance, mais c'est quand même pas mal parce qu'on a des comparaisons par rapport à certains types de candidats. Là, je saute au niveau cantonal. Est-ce que tu as suivi l'élaboration de la constituante pour laquelle on va voter en mars prochain, semble-t-il? Alors j'ai suivi plutôt de loin, n'étant pas moi-même impliqué dedans. Là en ce moment je regarde plus ce qui se passe par rapport au référendum pour les projets solaires alpins, vu que c'est un peu l'actualité. La constituante, ça a commencé il y a longtemps, à une époque où j'étais pas trop dans le flux, on va dire, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et je vais en tout cas encore me pencher là-dessus avec intérêt d'ici au vote. Moi, il y a personnellement quelque chose qui m'a assez choqué dans le développement de la constituante, et c'est un très grand reproche que je fais à nos amis verts, on va dire, c'est qu'on a choisi des gens de la constituante par rapport à un programme. Et dans ce programme-là, il y avait par exemple l'élection proportionnelle des membres du Conseil d'État. Et la première lecture, il y a une majorité qui s'est dégagée, on va dire une alliance contre le parti du centre qui était plus conservateur dans ses choix et qui a été complètement constant dans ses positions, à savoir qu'il privilégiait une élection au système majoritaire. Et donc ces gens-là, ils ont été élus, et je fais les mêmes remarques pour certains socialistes, ils ont été élus avec comme choix la possibilité de passer à un système à la proportionnelle. En première lecture, ils ont voté dans ce sens, avec notamment le mouvement Appel Citoyen et un grand nombre du PLR, ce qui a fait cette majorité du côté du système majoritaire. En deuxième lecture, ils ont fait la même chose, etc. Il n'a pas fallu attendre la rectification de la dernière lecture pour qu'il y ait eu un renversement des positions et assez fort, avec même cette exclusion de la possibilité pour les citoyens de voter sur les deux, pour savoir finalement qu'est-ce que veut le citoyen, est-ce qu'il aurait préféré un système majoritaire ou un système proportionnel, et ça on a exclu cette possibilité, c'est-à-dire que dans la Constitution qui sera présentée en mars 2024 aux citoyens, il y aura exclusivement la possibilité du système majoritaire, alors que par exemple pour les votations, la possibilité pour l'étranger de participer à la vie politique à l'intérieur de la commune, il y aura ces deux possibilités. Moi, j'ai envie de dire, alors j'aimerais ta réaction là-dessus, j'ai envie de dire que je trouve que c'est une trahison telle qu'on dépasse une ligne rouge appropriée de ce que doit être la représentation dans un système démocratique. Je sais que c'est une question un peu piège à poser à un socialiste, mais je sais qu'il y a beaucoup qui ne voudraient pas y répondre. Comment tu vois cette petite démonstration? Alors, disons, à titre personnel, c'est surtout plus que d'être théoriquement embarrassé par la question sur le fond, c'est plus que je ne me sens pas en possession de tous les éléments pour vraiment porter un jugement, dans la mesure où moi, je n'ai pas été impliqué à aucun moment dans la constituante, évidemment, et où c'est plus quelque chose qui a été le fait du PS que de la JS, où moi je passe la plupart de mon temps. Donc il y aurait sûrement des choses à dire, mais je pense pas avoir spécialement ni suivi le développement au fur et à mesure suffisamment bien, ni avoir travaillé les dossiers en fait, pour avoir un avis qui a un sens là-dessus, moi d'où je parle en tout cas. Est-ce que dans le même sens que ça, alors est-ce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels tu penses, là tu nous as fait la démonstration sur les choix numériques, que tu avais quelque chose à dire, que tu as pensé, que tu as lu et que tu as parcouru les réseaux sociaux, et que tu as une certaine compréhension des mécanismes qui aboutissent à ce qu'est maintenant le réseau social. Mais est-ce que tu ne peux pas dire qu'il y a une majorité des sujets
que les hommes politiques, jeunes ou vieux, n'importe quel parti confondu, ne peuvent pas du tout maîtriser, simplement survoler, et qu'on pose beaucoup de questions à travers les médias, notamment à ces hommes et à ces femmes politiques, qui répondent, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas la maîtrise qui leur permettrait d'être les représentants, disons, autorisés du peuple, dans le sens de ce que tu viens de dire, pour un truc qui est quand même assez simple, hein, c'est la proportionnelle ou le système majoritaire, où tu dis j'ai pas assez de connaissances, etc. Moi j'ai envie de dire à un jeune candidat, c'est une magnifique fuite devant une question qui est assez précise. Assez précise, disons, quand on a le dossier avec, parce que c'est-à-dire que... Oui, mais alors ma question là c'est par rapport à tous les autres sujets. Dans quel autre sujet tu dirais, tiens, je veux être élu, je viens devant le peuple, les citoyens comme jeune, et je dis, là j'ai quelque chose à apporter. Est-ce qu'on peut être élu que sur le champ numérique, par exemple? Alors non, justement, mais moi, en fait, si je dois vraiment citer un sujet, c'est peut-être celui où je suis le plus singulier. Après, il y a tout plein d'autres sujets qui sont portés, notamment au niveau de la JS, sur les causes démocratiques, notamment vis-à-vis des migrants, des personnes qui viennent en Suisse, sur les questions souvent dites sociétales par leurs détracteurs, qui sont sur l'antiracisme, sur les causes LGBTI, etc., qui sont des sujets qui sont complexes, mine de rien, et dont il faut surtout faire une pédagogie intelligente. C'est-à-dire que la difficulté avec ces sujets, et la raison pour laquelle c'est aussi pertinent d'avoir des politiques qui en parlent, tout comme de tout sujet d'ailleurs, parce que finalement le politique il fournit une sorte de synthèse ajoutée d'une interprétation, d'une analyse de la situation. C'est pour ça que par exemple sur l'écologie, on ne peut pas recevoir que des spécialistes scientifiques, parce que ça a aussi ses limites, qu'un spécialiste va aussi avoir des opinions sur son sujet. On peut trouver des gens sur l'écologie qui ont des positions différentes. Par exemple, sur le nucléaire, on peut trouver un expert scientifique pro ou anti, etc. Donc le politique, finalement, est censé faire ce travail de synthèse et de communiquer avec ses concitoyens sur ce qu'il a trouvé, ce qu'il a conclu, ce qu'il pense de ce sujet, d'une manière qui est à la fois entendable, qui est idéalement intéressante, parce que, hélas ou heureusement, dans notre société, on dira ce qu'on veut, c'est aussi, enfin, c'est la société du spectacle, c'est le marché de l'attention, il faut trouver un créneau pour que les gens entendent ce qu'on a à dire, parce que si c'est pour parler dans un coin, ça sert à rien. Et donc sur tous ces sujets-là, je pense qu'on a un travail de fond qui est assez important, notamment à la JS, et qui est aussi un apport qu'on fait, y compris par rapport au PS, parce que c'est les positions qui sont tenues pendant les assemblées, etc., dans la vie du parti. La JS souvent amène des choses qui viennent du terrain, qui viennent de vraies personnes avec qui on échange, et à la fois qui viennent de fondements théoriques solides sur tous ces sujets-là. Alors que la migration, un sujet qui te tient à cœur, pour les avocats qui s'occupent de ça, on rencontre ces gens dans le réel concret. Je pense qu'on est les plus proches, enfin ceux qui s'intéressent aux droits des étrangers, etc., de ces gens-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui sont, on va dire, plus à droite, plus conservateurs, etc., pour dire que notre manière d'accueillir, elle est insuffisante, alors que tu sais que l'approche des gens de manière générale, quand on en parle, c'est dire on en fait pas mal, la Suisse on n'a pas tellement à apprendre des autres, on est dans un système qui est quand même relativement accueillant de manière générale. Comment faire en sorte que ces gens puissent avoir une opinion qui soit plus proche de ce que je suppose que tu voudrais? C'est-à-dire que sur la migration, sur les droits citoyens, en Suisse, on a beaucoup... En fait, en Suisse, on a une impression générale sur à peu près tous les sujets que globalement tout va très bien, parce qu'on est dans un pays très riche, etc. Alors déjà très riche, il faut voir pour qui, évidemment, parce que c'est aussi... En général, c'est l'opinion des gens qui eux-mêmes n'en souffrent pas. Mais sur la migration, par exemple, on est un pays qui pratique une forme de droit du sang. C'est-à-dire qu'on a une capacité à parfois intégrer quelqu'un, lui donner le droit de vote, etc. Mais après une période extrêmement longue, et après, typiquement les questionnaires pour obtenir la nationalité suisse, que beaucoup de Suisses ne passeraient pas eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire
avec des questions parfois très précises. Donc sur toi, des tu serais sujets pour faciliter secondaires. plutôt Évidemment. D'accord, ok. Évidemment. Et puis au niveau de l'accueil, là je parle vraiment au niveau des réfugiés, on voit ce qui se passe en Italie, en Grèce, etc. Comment faire passer l'idée qu'on pourrait en faire plus alors qu'on a cette majorité extraordinairement forte au Parlement, je pense au Conseil fédéral, enfin dans la population en général, qui va exactement dans le sens contraire? En fait, déjà, il faut rappeler qu'en Suisse, globalement, il y a beaucoup de gens qui jouent à se faire peur sur les risques d'accueillir des étrangers. On voit les fameuses affiches UDC à toutes les campagnes avec des mosquées pointues, menaçantes, tout ce qu'on veut, des visages voilés, etc. Faut rappeler qu'on ne souffre pas au quotidien du fait qu'on accueille des étrangers en Suisse. On a une criminalité qui est très basse. On a même comparé à d'autres pays, si on regarde en France, parfois c'est difficile, pas à cause des étrangers, parce qu'ils en ont encore une gestion différente qui est pire à certains égards. Mais en Suisse, on est quoi? On est à 25% et on est un pays qui se porte de manière très stable à cet égard-là. Et on a une place... Mais on te répondrait, mais naturellement, puisque on applique de manière rigoureuse et ferme cette loi sur les étrangers, et c'est bien la preuve que notre application du système migratoire est absolument appropriée. Oui, c'est ça. Enfin, ça, c'est la logique. C'est que s'il ne se passe rien, c'est que ça marche. Et puis, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut faire encore plus. Ça marche de tous les côtés, mais à un moment, ça a ses limites. Et on a encore beaucoup de ressources qui sont disponibles pour ça. Et on a une place dans l'Europe qui est stratégique. On est juste au-dessus de l'Italie, qui est à un stade de fascisation déjà assez avancé. Il y a littéralement des ordres du gouvernement italien de plus ou moins laisser mourir des gens en mer, qui interdisent à des associations d'aller repêcher des gens dans la Méditerranée, etc. Et nous étant la deuxième étape, le deuxième rempart derrière ça, on a une responsabilité aussi par rapport à ça, à faire preuve du minimum de décence humaine qui correspond à venir en aide à ces gens-là. Et on n'est pas un pays au bord de la famine où on peut dire « Ah non, mais vous comprenez, on ne peut pas en prendre un de plus parce que vraiment, là, c'est pas possible. » Et quand on voit toutes sortes de projets politiques qui visent à limiter l'accueil, la population en Suisse, c'est les arguments mis en avant, ça a toujours été des arguments culturels sur des angoisses identitaires de est-ce qu'on va être remplacé, est-ce qu'on va disparaître. Et parce que concrètement, c'est pas possible de défendre ça réellement sur l'autre front aujourd'hui en Suisse. On peut pas sortir des chiffres et dire regardez, non mais là on est presque à sec parce qu'on a accueilli trop de migrants, ça n'existe pas. Et donc c'est pas tenable à cet égard. Il y a un dernier point qu'on peut encore aborder, c'est celui de l'augmentation croissante des cotisations maladie. C'est un domaine qui touche beaucoup la bouche. J'ai lu récemment sur un réseau social que par exemple Florian Chapeau, qui est dans le Parti socialiste, il préconisait en quelque sorte des cotisations proportionnelles aux revenus pour essayer. Donc là, il essaye d'agir sur les recettes. Et de l'autre côté, on se dit, mais non d'une pipe, il y a une augmentation des coûts de la santé qui n'a rien à faire avec les recettes, une augmentation des coûts de la santé qui sont proprement effarants. Comment tu te situes, disons, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour stabiliser ce système qui en fait a un impact incroyable sur les familles et donc aussi sur les petites gens? Je pense que évidemment le fait de rendre ça proportionnel aux revenus, c'est une mesure qui est très sensée, parce qu'actuellement les prix des primes d'assurance maladie, c'est quelque chose qui est c'est un des prix les plus injustes, parce que c'est-à-dire qu'il y a un plancher pour tout le monde, et donc ceux qui gagnent beaucoup, ils ont beaucoup de marge dessus, donc ils s'en fichent, et ceux qui gagnent peu, ça leur prend une partie énorme de leurs revenus, pour au final, c'est-à-dire que ça relève de la santé, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On voit les pays où c'est géré de manière inhumaine, comme aux États-Unis,
où si on fait un infarctus dans la rue, quelqu'un appelle une ambulance pour nous, on se retrouve déjà avec des dettes sur 3 ans pour payer l'ambulance, sans parler du traitement. Et la santé, ça devrait être vraiment quelque chose qu'on garantit en tant que société, à une qualité très élevée, qu'on est très bien capable de maintenir en Suisse, mais qui ne doit pas être laissé à des logiques de marché, à des logiques... Il y a toujours ce problème de l'offre et la demande. Certaines veulent agir sur l'offre, d'autres sur la demande, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être une demande du citoyen, qu'il soit très riche ou très pauvre, excessive par rapport aux attentes subjectives, intimes finalement qu'il peut avoir par rapport à son médecin, par rapport à son pharmacien et par rapport en fait à la technique, si vous voulez, laser, IRM, les scanners et tout ça qu'on aimerait exiger pour soi. C'est-à-dire trop de demandes, c'est-à-dire un excès de demande, un excès de prestations, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, en quelque sorte, l'incapacité d'accepter la maladie, l'incapacité d'accepter notre finitude, et avec des coûts qui sont peut-être disproportionnés par rapport même à des notions éthiques, hein, je dis même à des notions éthiques. Je ne pense pas qu'il soit possible d'être trop exigeant sur la vie. C'est-à-dire qu'il y a, que ce soit dans le grand âge ou face à des conditions médicales difficiles, justement, on peut s'enorgueillir d'être un pays qui a accès à des technologies, enfin, il n'y a pas vraiment de source d'orgueil, parce que finalement, il y a plein de raisons extérieures à ça qui ne sont pas notre valeur humaine, mais on peut être satisfait de ces choses-là. Et je ne pense pas que la santé soit un des sujets sur lesquels on devrait transiger en premier, admettant qu'on commence à manquer d'argent. Donc je crois que c'est à peu près 8%, hein, juste si on parle PIB, c'est à peu près 8%. Donc tu ferais plutôt partie de ceux qui se disent c'est un élément clé, on ne va pas toucher à ce pourcentage du PIB. Au contraire, s'il fallait faire quelque chose, il faudrait peut-être plus l'augmenter par rapport à d'autres certitudes budgétaires. C'est ça, et surtout faire en sorte que l'aide qu'on propose aux personnes face aux problèmes de santé, aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, soit d'autant plus pertinente pour les gens qui sont plus en difficulté financière, pour les gens qui gagnent moins, et donc qu'eux aient besoin de payer moins, et que ça soit compensé par les personnes qui de toute façon n'ont pas de problème vis-à-vis de ça, qui ne sont pas en danger dans leur vie de tous les jours, qui mangent bien assez, qui ont... voilà. Et que à cet égard, ils peuvent, sur un sujet aussi crucial que celui-ci, parce que sans institutions de santé, on ne serait pas tous là pour profiter du reste, tout le reste du PIB. Ouais. Et quand tu te projettes dans 20 ans, on a le jeune de 20 ans, c'est peut-être une discussion que je vais avoir avec mes jeunes filles, mais comment tu te vois dans 20 ans, à 40 ans, en pleine force de l'âge, etc. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un rêve, ou bien c'est le quotidien, jour par jour, ou bien il y a un objectif de vie, j'ai presque envie de dire? Alors de vie, ça va beaucoup dépendre des années à venir, en termes d'études, en termes de où est-ce que je vais finir. Mais aussi la question, c'est qu'est-ce que ça va être. Il y a un objectif. Est-ce qu'il y a un objectif? Ok, maintenant c'est sciences politiques, mais est-ce qu'il y a un objectif plus loin ou bien pas? Disons que ça va dépendre de ce qu'est aussi le monde dans 20 ans. C'est-à-dire que moi, je vais me trouver dans ce milieu-là, enfin en tout cas avec ce parcours d'études-là, en espérant que je le réussisse, je me le souhaite. Et d'ici là, ça va dépendre de l'état du monde qui a déjà, enfin si on regarde, il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui, c'était ma naissance, et c'était énormément, c'était pas le même monde en fait, en termes de société, y compris en Suisse où finalement on a été assez stable sur cette période. Déjà la société entière a changé par rapport à ça. Et je pense que c'est difficile de se projeter à une échéance comme ça, en plus en travaillant dans les sciences politiques, donc dans des secteurs qui ont vraiment les doigts sur le pouls du monde, de la société, de la géopolitique, qui vont être amenés à être extrêmement influencés dans les années à venir, notamment avec le climat d'ailleurs. Parce que quand on voit les projections du GIEC à 2050 et 2100
pour par exemple le continent africain ou en Asie, les températures qui vont être invivables parfois la moitié de l'année à l'extérieur, c'est-à-dire que si on n'a pas de maison, on reste dehors, on meurt, littéralement, biologiquement, c'est-à-dire qu'on transpire et on n'est plus capable, à cause de l'humidité de l'air, de faire évaporer notre sueur pour refroidir notre corps, donc on meurt. Ça va avoir des effets sur le monde qui sont immenses. Je donne ça comme exemple, mais c'est globalement, on voit les conséquences climatiques aussi chez nous d'ailleurs, les incendies de forêt dans le Haut-Valais, là, à Beach récemment, à la Chaux-de-Fonds. C'est tout des choses qui, quand on regarde le climat de la Floride, qui amène à des catastrophes, des tornades très récemment, enfin très fréquemment, on pourrait être amené à vivre un jour dans le climat de la Floride, je veux dire. Et à cet égard-là, c'est aujourd'hui que ça commence, avant de se projeter plus loin, pour se préparer à faire que ça se passe aussi bien que possible. Le jeune de 20 ans aujourd'hui est optimiste ou pessimiste? C'est compliqué, un peu des deux. C'est-à-dire que quand on observe, c'est-à-dire au premier abord, on a envie de, enfin, on est amené à se sentir écrasé par le poids des structures, surtout quand on a voilà cette formation, cette vision du monde de gauche, un peu d'inspiration marxiste sur comment fonctionne la société, qu'est-ce qui sous-tend les systèmes qui nous font vivre, les rapports sociaux, les institutions. Et tout ça a l'air extrêmement solide et inébranlable, et sachant que dans leur état actuel, ils nous amènent vers des choses pas forcément souhaitables. Après, à partir de ça, si on considère que ça s'arrête là, c'est bon, on ne fait plus rien, et là, c'est effectivement foutu. Mais on voit, par contre, que dans l'histoire, il y a eu parfois des retournements de situations, que ce soit pour quelque cause que ce soit, qui ont amené des changements majeurs dans le monde, y compris l'apparition de la démocratie. C'est quelque chose qui s'est fait par des pivots historiques parfois assez précis et qu'on n'aurait pas forcément prévu, même 3 ans avant leur arrivée. Et tout ça a été possible parce que des gens étaient là sur place pour croire à ce truc-là et pour travailler dans cette direction. Et je pense que c'est aussi... c'est ça le rapport un peu camusien à l'absurde et à la fois à la détermination dans l'action qui est pertinent aujourd'hui, c'est-à-dire de s'acharner sur cette voie-là. Alors, Elliot, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Et puis alors, on se réjouit. Hein, n'hésitez pas à voter la jeunesse socialiste. On voit ici qu'on a une pensée qui est très bien exprimée. Et puis, j'ai eu grand plaisir à avoir cette discussion très sérieuse, mais qui va marquer, j'espère, quelques-uns. Merci donc pour ce moment. Et bien de même, merci bien.